Bonjour à tous et bienvenue sur Rugby Max pour passer en revue tous les matchs de ce second week-end de Top 14, suivi d'un récap des matchs de Rugby Championship, et pour finir, un petit mot pour notre 15 de France féminin qui s'est qualifié pour les demi-finales de sa Coupe du Monde. Un petit regard sur les résultats du week-end avant de commencer ce récap. On peut noter que les équipes à domicile ont largement dominé les débats contrairement à la semaine dernière où il y avait eu une majorité de victoires à l'extérieur. La première réception du premier Montalbanais n'a pas démarré de la meilleure manière, avec un essai encaissé dès les premières minutes de la rencontre, avant que Jérôme Bosviel inscrive les premiers points par son pied. Le reste de la première mi-temps restera équilibré avec les locaux qui vont tout donner sans véritablement trouver la faille dans la défense lyonnaise. C'est même Lyonnais qui ne trouvent pas de solution pour se sortir de la pression mise par les hommes de Sébastien Thiusbord, poussé par un stade à guichet fermé. Puis, juste avant la pause, le Fidjien Yosefo Massi fera sauter le verrou suite à une magnifique course chaloupée de son compatriote fidjien Joita Wainikolo. Un début de deuxième mi-temps tambour battant des promus qui inscrivent un essai dès leur première occasion dans le camp lyonnais. Le match retombera dans un faux rythme jusqu'à l'heure de jeu où c'est encore Wainikolo qui fera parler ses cannes et ses appuis pour déposer toute la défense montalbanaise pour filer en terre promise. Puis c'est à la 71e minute, Joshua Vici qui viendra réduire le score suite à une combinaison bien exécutée à la sortie d'une mêlée à 5 mètres de la ligne du loup. Le loup s'impose 25-18 sans briller face à de vaillants montalbanais. Pour ce Toulouse-USAP, ce sont bien les Catalans qui commenceront mieux la rencontre en inscrivant les premiers points par la botte de Tommaso Allan. Les Toulousains tenteront à plusieurs reprises de franchir le mur perpignanais sans succès jusqu'à ce que Pierre-Louis Barassi déchira le rideau défensif catalan avec une jolie course rentrante pour aller marquer sous les poteaux. Puis c'est Thibaut Flamand, un autre international français, qui lui aussi finira en terre promise avant la réponse des Catalans par l'intermédiaire du néo-zélandais X pour revenir au score. C'est la botte de Thomas Ramos qui viendra passer une dernière pénalité avant la mi-temps afin de porter le score à 17-13 pour les champions en titre. En début de seconde mi-temps, c'est Dimitri Delibes qui vient finir le bon travail de ses coéquipiers. C'est ensuite Clément Verger qui va inscrire l'essai du bonus après encore une fois un beau mouvement collectif. La suite de la rencontre laissera les deux équipes muettes jusqu'au coup de sifflet final. Pour ce Bayonne-Montpellier, les Montpelliérains vont bien rentrer dans leur match en dominant les 10 premières minutes, en capitalisant avec le premier essai, signé Ngandebe après un beau mouvement offensif. Les Basques réagiront immédiatement avec leur facteur X, Cirelli Makala, pour revenir rapidement au score. Suivi d'un magnifique essai derrière une cellule de l'ancien sétiste, Esteban Capilla. Les buteurs inscriront 3 points de chaque côté avant de siffler la mi-temps sur le score de 17-13. En début de second acte, Joris Second inscrira une pénalité après que les Bayonnais aient campé sur la ligne de but montpelliéraine pendant 5 minutes. Domingo Miotti lui répondra quelques minutes plus tard. Joris Second maintiendra l'écart une nouvelle fois. C'est sur Maul Porté que les Héroltais vont revenir à hauteur avec Tolofua à la conclusion. Second et Miotti se verront échouer tous deux face au bar pour permettre à leur équipe de prendre l'avantage. C'est à la 75e minute que Joris Second libérera Jean Daugé. Pour ce beau stade français, une entame de match marquée par la blessure d'Isaac Kofi qui stoppera le match pendant 10 minutes, suivi d'un carton jaune pour Romain Briat. C'est le demi de mêlée Dan Robson, comme un 9e avant, qui inscrira le premier essai de la rencontre. Le deuxième essai sera amené par Théo Atisogbe, qui va déborder sur son aile droite avant de transmettre avec un joli offload à son troisième ligne Rissi Watt qui plonge dans l'embut. Baptiste Pessanti réduira la marque pour le stade français, puis ce même diable d'Atisogbe qui va encore s'illustrer de la même manière que l'essai précédent en servant à l'intérieur le champion olympique Aaron Grandidier pour porter le score à 27-10 à la pause. En seconde mi-temps, c'est Yuri Delolmel qui viendra enfoncer le clou pour inscrire l'essai du bonus après un magnifique travail du paquet d'avant sur Maul Porté. Un essai qui viendra parachever la bonne copie des Palois. Pour ce La Rochelle-Clermont, dernier match du multi-rugby, c'est les Clermontois qui vont débuter timidement cette rencontre car le pilier Akaladze écopera d'un carton jaune qui permettra à Antoine Astoy d'ouvrir le score, suivi de l'égalisation d'Harry Plummer quelques minutes plus tard. C'est à la 20e minute après une série de pick and go que Vuni Vunivalu s'en ira inscrire le premier essai de la rencontre pour les Maritimes grâce à une bonne gestion de la charnière internationale, Le Garret-Castoy. C'est Yerim Fall qui viendra répondre au Rochelais avec un beau mouvement de trois quarts de la part des Jaunards. Une dernière pénalité d'Astoy clôturera cette première mi-temps sur le score de 13-8. En début de deuxième mi-temps, après un beau môle porté suivi d'un beau lancement de jeu, c'est encore Yerim Fall qui vient conclure un beau mouvement collectif. Sur une mêlée à 5 mètres de la ligne des Rochelais, Nolan Le Garec s'échappera et poussera au pied, un ballon qui viendra finir sa course devant l'embut clermontois, un cafouillage de Lucas Zamora offre un essai casquette à Antoine Astoy. Puis viendra le tournant du match, Rob Simons écopera du premier carton orange de la saison. Malgré tout, les Clermontois réussiront à glaner 3 points pour revenir dans le bonus défensif. Mais les Maritimes se montreront impitoyables pour finir en beauté cette première à domicile avec un essai de Nignashvili pour sa première sous ses nouvelles couleurs sur une passe du nouveau maître à jouer Rochelais, Nolan Le Garec. Ce même Nolan Le Garec qui viendra finir le travail pour porter le score à 34-16. Le match entre le RCT et le CO se résumera à un énorme combat mené par les deux barragistes de la saison dernière.
Les buteurs respectifs des deux équipes vont se répondre jusqu'à un éclair de Gaël Dréan sur son couloir, après une bonne combinaison à la sortie d'une mêlée qui s'en ira inscrire l'essai de la gagne pour les Varois. Un match fermé qui pointe les lacunes offensives des deux formations qui n'ont rien lâché défensivement, à l'image de la dernière action où les Castrés s'écroulent à 5 mètres de la ligne d'en but du RCT. Les Castrés ramènent tout de même un bonus défensif qui aura sûrement son importance en fin de saison. Le Racing entamera ce second acte par une nouvelle pénalité de Sun, puis c'est le pack Racing Men qui va s'illustrer avec un maul porté construit sous les poteaux qui enverra l'anglais Nathan Hughes s'écrouler en terre promise. Les Bordelais vont enfin réagir avec une combinaison autour d'un maul porté, puis au terme d'une série de percussions, c'est Johan Sadi qui plonge dans l'embut du Racing. C'est encore sur une touche à 5 mètres de l'embut du Racing et un maul bien construit qui enverra Maxime Lamotte derrière la ligne. Puis Romain Taofifénois écopera d'un carton orange suite à un contact à la tête. Les Bordelais enchaînent et c'est au tour de Nicolas Deporter de s'en aller marquer leur quatrième essai. Léo Carbonneau écopera d'un second carton jaune qui se transformera en carton orange, ce qui donnera l'occasion à Maxime Lamotte de doubler la mise en inscrivant le dernier essai de la rencontre. Nous passons maintenant au match du Rugby Championship avec les matchs revanche entre l'Australie et l'Argentine, ainsi que la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Les Australiens ont marqué de leurs pattes ce match par leurs approximations et leur indiscipline, qui a permis aux Argentins de prendre le large en première mi-temps grâce à la botte de Santiago Carreras, et aura même offert un essai au capitaine Julian Montoya sur un mauvais dégagement, ce qui portera le score à la mi-temps à 19-7. Puis, en seconde période, un peu sur le même scénario que la semaine dernière, les Wallabies finissent par se rebeller en toute fin de match en inscrivant 3 essais dans les 15 dernières minutes, mais qui ne leur permettrait pas cette fois d'arracher la victoire, mais réussissent à glaner un bonus offensif ainsi que défensif qui leur permettrait de prendre la tête de ce Rugby Championship malgré la défaite. Des Pumas longtemps imprécis en zone de marque ont permis de laisser les Australiens en vie, mais les Argentins n'ont véritablement rien proposé à part se nourrir des erreurs de leur adversaire. À la différence de la semaine dernière, ils ont réussi à tenir dans le Money Time pour arracher la victoire. Dans un match à haute intensité, les Springboks ont fait preuve de réalisme et ont réagi avec maîtrise aux critiques qui avaient été émises au pays. Le sélectionneur Rassi Erasmus s'est appuyé sur une composition largement remaniée pour se relancer dans ce Rugby Championship. Un choix qui a été payant face à de pâles All Blacks qui eux ont été laborieux et maladroits. Les Néo-Zélandais semblaient en manque de solutions dans un match où les hommes de McCall ont perdu le fil tout au long du match, avant de s'écrouler complètement en fin de rencontre, ce qui a permis aux Sud-Africains de prendre le bonus offensif et de se relancer juste avant cette dernière ligne droite en remportant la plus grosse victoire en terre néo-zélandaise. Un petit point sur le classement de ce Rugby Championship où les Australiens prennent la première place quand les Sud-Africains remontent à la seconde place. Les Néo-Zélandais descendent en troisième position quand les Pumas ferment le wagon. On peut noter que chaque équipe possède un bilan de 2 victoires et de 2 défaites et que seulement 2 points séparent le premier et le dernier. Pour le quart de finale de nos Françaises, sous une météo pluvieuse et contre le vent, c'est un début de match compliqué avec une mauvaise réception dans nos 22 mètres qui permettent aux Irlandaises d'avoir l'occasion de marquer le premier essai du match à la suite de beaucoup de confusion des deux côtés. Les Blues n'arrivent pas à sortir de leur camp et inévitablement se mettent à la faute avec le carton jaune infligé à Rose Bernardou pour un plaquage haut. Puis les Irlandaises finiront à l'usure par marquer leur deuxième essai. Une pénalité sera rajoutée par l'ouvreuse irlandaise O'Brien qui n'arrête pas de bombarder l'arrière-garde française de longs jeux au pied durant toute la durée de la mi-temps. Pour le quart de finale de nos Françaises, sous une météo pluvieuse et contre le vent, c'est un début de match compliqué avec une mauvaise réception dans nos 22 mètres qui permettent aux Irlandaises d'avoir l'occasion de marquer le premier essai du match à la suite de beaucoup de confusion des deux côtés. Les Blues n'arrivent pas à sortir de leur camp et inévitablement se mettent à la faute avec le carton jaune infligé à Rose Bernardou pour un plaquage haut. Puis les Irlandaises finiront à l'usure par marquer leur deuxième essai. Une pénalité sera rajoutée par l'ouvreuse irlandaise O'Brien qui n'arrête pas de bombarder l'arrière-garde française de longs jeux au pied durant toute la durée de la mi-temps. Un début de deuxième mi-temps en faveur des Blues qui vont rapidement inscrire 3 points, avant de retomber dans un faux rythme. Dominés en mêlée, les Françaises vont faire le dos rond, avant de réussir à revenir dans le camp des Irlandaises, ces mêmes Irlandaises qui vont se voir infliger un carton jaune sur le même type de plaquage qui avait vu subir un carton aux Françaises en première mi-temps. Puis les Blues vont inscrire leur premier essai par Charlotte Escudero. Les Irlandaises remettent la main sur le ballon, mais les Françaises ne lâchent rien, et sur un grattage, les Françaises activent le French Flair et s'en vont sur une magnifique contre-attaque, inscrire un essai de 80 mètres. Les Irlandaises vont tout donner sur une nouvelle séquence offensive dans les 22 mètres des Blues, mais elles ne lâchent rien et sur un nouveau grattage, les Françaises arrivent à sortir de leur camp. Bourgeois va inscrire 3 points sur une pénalité dans une fin de match irrespirable. Alexandra Chambon, qui a remplacé Pauline Bourdon pour cette fin de match, écopera d'un carton jaune pour un en avant volontaire. Ce qui donnera l'occasion aux Irlandaises de jouer leur va-tout sur leur occasion ultime avec une touche à 5 mètres de la ligne des Françaises. Les Vertes ne réussissent pas à capter le ballon et l'arbitre sifflera la fin du match dans ce quart de finale irrespirable. Pour cette demi-finale, les Françaises rencontreront l'Angleterre, championne d'Europe en titre, qui n'ont plus battu depuis 2018. Elles seront condamnées à l'exploit si elles veulent se qualifier pour la finale et avoir une chance d'aller chercher ce titre de championne du monde.
Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à dire ce que vous pensez de ce concept. Ce n'est qu'un premier jet et je ne suis pas encore tout à fait au point, que ça soit dans mon commentaire ou dans ma manière d'aborder ce format. Mais je compte bien produire plus de vidéos à l'avenir parlant de rugby. Je tenais à commencer en parlant des matchs diffusés. Merci à tous et à la prochaine.